Il existe des vies qui semblent écrites à l'encre forte, comme si chaque page portait un parfum de nostalgie, de regret et d'éclats de lumière mêlés. Celle d'Eddie Mitchell appartient à cette catégorie rare. Une existence tissée de chansons, de cinéma, de nuits enfumées, d'amitiés indestructibles, mais aussi de déchirures intimes, de blessures silencieuses et d'une solitude qui, au fil des années, a fini par ronger le géant. Pour comprendre la fin bouleversante de cet homme au regard mélancolique, il faut revenir au commencement, là où tout s'est formé. Dans ce Paris populaire et rugueux de l'après-guerre, où le jeune Claude Moine, futur Eddie Mitchell, a appris trop tôt que la vie ne fait jamais de cadeaux. Nous sommes dans les années 1940 à Belleville, une époque où les pavés suintent encore de la fatigue de l'occupation, où les familles vivent serrées dans ces immeubles en pierre qui tiennent debout, par habitude, plus que par solidité. C'est là, au sommet d'une colline qui sent la sueur et le charbon, que naît un petit garçon frêle dont le destin semble alors bien éloigné des projecteurs. Claude Moine grandit dans un milieu modeste, un père employé des postes, une mère vendeuse, deux êtres réservés, dignes, qui ne se plaignent jamais et qui travaillent sans relâche pour offrir à leur fils une vie simple mais honnête. Dans cette atmosphère de labeur où les journées commencent tôt et se terminent tard, l'enfant découvre un premier refuge, la musique. Car, bien avant de devenir Eddie Mitchell, Claude est d'abord un rêveur. Un gamin qui s'échappe de la réalité en s'enfermant dans les salles obscures des cinémas de quartier ou en collant son oreille à un vieux transistor d'où s'échappent des voix d'un autre monde. Celles de Gene Vincent, d'Elvis Presley, de Ray Charles, de Little Richard. Ces artistes venus d'outre-Atlantique, avec leurs rythmes syncopés, leurs cris de liberté, leurs guitares électriques déchaînées, deviennent ses anges gardiens. Il ne comprend pas encore l'anglais, mais il comprend l'essentiel. Ce rock'n'roll raconte que la vie peut être plus grande, plus libre, plus intense. Et dans son quartier gris, où rien ne dépasse, cette promesse sonne comme une révélation. Très tôt, Claude sent qu'il ne sera pas comme les autres. Il voit bien que ses copains rêvent d'usines, de petits commerces, de vies rangées. Lui rêve de scènes, de lumière, d'imprévus. Il rêve de casser les murs invisibles qui enferment son quartier depuis des générations. Pourtant, la vie n'est pas tendre. Il se bat souvent. Le jeune moine est nerveux, parfois violent. Et il ne supporte ni l'injustice, ni l'humiliation. Les bagarres nourrissent sa légende locale, mais elles épuisent son âme. Il devient un jeune homme sérieux trop vite, marqué par la dureté du monde adulte qu'il observe chaque jour. Puis arrive l'événement fondateur. La rencontre avec les futures Chaussettes Noires, le groupe légendaire avec lequel il va connaître ses premiers succès. Mais avant cela, il y a des années de doute. Claude travaille un temps comme employé au Crédit Lyonnais. Un poste stable, raisonnable, parfait pour rassurer ses parents. Pourtant, chaque matin, en franchissant la porte de la banque, il sent un étau serrer son cœur. Rien ne l'effraie plus que l'idée d'une vie monotone, figée. Il comprend que la musique n'est pas un caprice, c'est sa respiration. C'est un soir d'hiver que tout bascule réellement. Il accompagne un ami à un bal de quartier où quelques jeunes tentent d'imiter leurs idoles américaines. L'ambiance est chaotique, imprécise, mais Claude sent l'énergie. L'un d'eux lui propose de prendre le micro juste pour essayer. Il hésite quelques secondes, puis cède. Et là, miracle. Sa voix chaude, grave, inattendue, tranche avec l'amateurisme ambiant. Les regards se tournent vers lui. Qui est ce garçon? D'où sort-il? Claude, qui n'a jamais osé rêver si loin, comprend à cet instant précis que quelque chose vient de naître, quelque chose qui pourrait changer sa vie à jamais. Les semaines suivantes, tout s'accélère. Claude rejoint un groupe, puis un autre. On lui propose rapidement de devenir chanteur principal d'une formation qui deviendra bientôt mythique, les Chaussettes Noires. Le nom prête à sourire, mais l'énergie est incroyable. Nous sommes à la fin des années 1950, la jeunesse française cherche ses idoles, un souffle nouveau, une manière de se distinguer des parents marqués par la guerre. Les Chaussettes Noires deviennent ce symbole, insolent, vibrant, habité. Au milieu d'eux, Claude Moine, rebaptisé Eddie Mitchell, s'impose immédiatement comme la voix du groupe. Il a ce mélange rare de nonchalance et de maîtrise. Il chante comme on respire. Il danse sans forcer, il séduit sans calculer. Très vite, il devient l'un des visages du rock français naissant, aux côtés de Johnny Hallyday et de Dick Rivers. Mais contrairement aux deux autres, Eddie refuse la posture du rebelle absolu. Il est plus discret, plus cinéphile, plus élégant. Son rock n'est pas une provocation. C'est une caresse, une confession. Le succès est fulgurant, trop fulgurant. Les journaux s'arrachent de leurs photos, les salles se remplissent, les cris des fans couvrent parfois la musique. Eddie découvre une France différente, brillante, excitante, parfois dangereuse. Il découvre également les premiers pièges de la célébrité. La pression, l'alcool, le manque de sommeil, les tournées éreintantes, les conflits internes au groupe. Derrière les rires, les applaudissements, les danseurs hystériques, se cache une réalité plus sombre. La célébrité isole. Eddie commence à comprendre qu'il est en train de perdre quelque chose sans savoir encore quoi.
En parallèle, il observe les dérives de certains de ses camarades. Certains boivent trop, d'autres cèdent à la drogue, d'autres encore s'entourent de personnes douteuses. Eddie, lui, tente de rester solide, fidèle à l'éducation de ses parents. Mais le monde du show business ne laisse personne intact. Le jeune homme d'à peine 20 ans doit soudain gérer des sommes d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé toucher. Affronter des critiques peu parfois violentes, répondre à des attentes irréalistes. Le poids de cette pression pèse sur ses épaules et même s'il cache bien son malaise, il commence à se fissurer intérieurement. Puis viennent les guerres d'ego. Les chaussettes noires ne sont plus l'équipe soudée des débuts. Les disputes deviennent fréquentes, les jalousies se multiplient, le groupe se désagrège lentement sous les projecteurs. Eddie, lucide, comprend que ce cycle doit prendre fin. Il quitte la formation pour entamer une carrière solo. Un choix courageux, risqué, mais qui confirme sa détermination à tracer sa propre route. C'est à cette époque qu'il commence à développer cette image si particulière, celle d'un crooner français à la voix profonde, nourri de culture américaine mais ancré dans une sensibilité bien hexagonale. Il chante la mélancolie, les regrets, l'ironie douce amère. Ses textes racontent souvent l'histoire d'un homme qui observe la vie avec un mélange de tendresse et d'amertume. Mais personne ne devine encore que ces chansons ne sont pas seulement des inventions. Elles reflètent ses propres états d'âme. Eddie chante comme un homme qui a déjà trop vécu. Le cinéma entre dans sa vie presque par hasard. Et pourtant, il y trouve un second souffle. Eddie a ce visage qui raconte tout sans parler. Une ride au coin de l'œil, un sourire triste, un regard profond. Les réalisateurs le remarquent. Ils voient en lui un acteur naturel capable d'exprimer la complexité humaine sans forcer. Ses premiers rôles sont discrets, mais il s'impose progressivement comme un talent solide, respecté. La musique et le cinéma deviennent les deux piliers de son existence. Deux mondes qui semblent opposés, mais qu'Eddie considère comme complémentaires. L'un exprime ce qu'il ressent, l'autre ce qu'il observe. Pourtant, derrière les triomphes, une vérité s'impose peu à peu. Eddie Mitchell est fatigué. Fatigué du rythme effréné, fatigué des attentes du public, fatigué d'être Eddie quand il voudrait parfois redevenir Claude. Cette dualité le ronge, il s'enferme davantage, il parle peu de sa vie privée. Il confie à ses proches que la célébrité est un cadeau empoisonné, la solitude devient une compagne de plus en plus familière. Car Eddie a beau être adulé par des millions de fans, il reste profondément seul. Les amitiés les plus sincères, notamment celles avec Johnny Hallyday, sont parfois des bouées dans ce tumulte. Mais même Johnny, malgré sa présence, ne peut pas combler ce vide intérieur. Eddie commence à comprendre que sa vie a été un long marathon et qu'il a couru plus vite que tout le monde. Mais à quel prix ? Au tournant des années 2000, les signaux d'alerte se multiplient. Sa santé décline, lentement mais sûrement. Les années de tournée, de nuits blanches, de stress accumulé commencent à réclamer leur tribut. Eddie, pudique, n'en parle pas. Il plaisante, il minimise. Mais ceux qui le connaissent vraiment voient bien la fatigue dans ses yeux, la fragilité dans sa voix. Et alors que sa carrière semble toucher à une forme d'apogée artistique, un sentiment insidieux s'installe, celui que la fin approche. Non pas seulement la fin d'une carrière, mais la fin d'une vie. Si le public a longtemps vu en Eddie Mitchell un géant rassurant, le crooner élégant, l'ami de toujours de Johnny Hallyday, l'homme de cinéma à la voix chaude, ceux qui l'ont approché de près savent que, derrière les sourires et les lunettes noires, se cachait un être infiniment plus complexe, tourmenté même. Le destin tragique qu'il connaîtra à la fin de sa vie n'est pas né d'un seul événement soudain, mais d'un enchevêtrement de douleurs, de désillusions et de renoncements silencieux. Pour comprendre cette chute progressive, presque invisible aux yeux du grand public, il faut plonger dans les replis de sa vie privée, dans ses angoisses les plus profondes, dans ces heures sombres où le chanteur, autrefois idolâtré par des foules entières, affrontait seul ses démons. Quand les années 1990 puis 2000 arrivent, Eddie Mitchell est déjà une légende. Il a tout réussi. Une carrière musicale brillante, de grands rôles au cinéma, des amitiés mythiques, une reconnaissance nationale. Mais cette réussite que beaucoup imaginaient comme un accomplissement devient progressivement un fardeau. Eddie ne supporte plus l'idée d'être constamment observé. Il ne supporte plus qu'on attende de lui une perfection permanente. Chaque album devient une épreuve, chaque film une responsabilité, chaque interview un exercice d'équilibriste où il doit être à la fois sincère et prudent. Ce malaise, il le dissimule derrière un humour sec, une ironie élégante, mais ses proches voient bien que quelque chose se fissure. Il parle moins, il sourit moins. Il s'isole davantage. Il n'a jamais aimé les mondanités, mais désormais, il les fuit ouvertement. Les soirées publiques deviennent rarement plus qu'une apparition rapide, presque mécanique. Et une fois rentré chez lui, l'homme se referme sur un silence que personne ne parvient à briser. La santé, cette ennemie silencieuse, ce que le public ne voit pas, ce que même beaucoup de journalistes ignorent, c'est le lent déclin physique d'Eddie. Les médecins lui conseillant le repos. Ils lui parlent de son cœur, de sa tension, de ce stress accumulé depuis 50 ans. Eddie répond par des plaisanteries. « Le jour où j'arrêterai, je tomberai raide mort », dit-il parfois.
Une phrase qu'on prend pour une boutade, mais qui résonne aujourd'hui comme une prophétie. Les tournées deviennent de plus en plus difficiles. Monter sur scène demande un effort titanesque. La voix, cette voix qui a fait vibrer des générations, se fatigue plus vite. Les respirations sont plus brèves. Le souffle manque. Quand il quitte la scène essoufflé, un assistant l'aide parfois à marcher. Mais jamais en public, toujours loin des regards, car Eddie déteste qu'on le voie faible. La fierté est une seconde peau chez lui. Et cette fierté lui coûtera cher. La mort de Johnny Hallyday en 2017 est un séisme émotionnel pour la France entière, mais pour Eddie Mitchell, c'est un tremblement de terre personnel, un arrachement. Ils n'étaient pas seulement collègues, ils n'étaient pas seulement amis, ils étaient une part l'un de l'autre. Johnny était le frère flamboyant, le cheval fou, le volcan incontrôlable. Eddie, lui, était l'ombre solide, la voix de la raison, le confident. Quand Johnny disparaît, une partie d'Eddie s'effondre. Il le dit peu, il l'exprime encore moins. Mais ses proches racontent qu'il n'a jamais été le même après cette perte. Il se referme davantage. Il parle de plus en plus au passé. Il sourit de moins en moins au présent. Il confie un jour à voix basse « J'ai perdu mon miroir, et sans miroir, on se perd soi-même ». Ce deuil, le public ne l'a vu qu'à travers quelques mots pudiques, mais en privé, c'est un gouffre qui s'ouvre. Un gouffre dans lequel Eddie glisse imperceptiblement. Contrairement à d'autres célébrités, Eddie a toujours protégé farouchement sa famille. Sa femme, sa fille, ses proches, il les garde loin des projecteurs. Mais cette pudeur se transforme parfois en distance, même dans son propre foyer. Ses proches décrivent un homme aimant, mais souvent absent. Présent physiquement, mais ailleurs en pensée. Souvent inquiet. Parfois nerveux. Toujours hanté par quelque chose que personne n'arrivait à nommer. Les repas familiaux deviennent plus rares. Les conversations plus courtes. Les silences plus lourds. Sa fille raconte un jour que son père, même dans les moments de joie, semblait ailleurs. Comme si un fil invisible le tirait vers le passé, vers ces années tumultueuses où tout était plus simple, parce que tout était encore possible. Il dit un jour « Vieillir, ce n'est pas le problème, c'est voir tout ce qu'on a perdu en vieillissant ». Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Eddie a toujours été réservé, toujours pudique. Mais peu à peu, quelque chose change. Il se lève plus tard, il dort mal. Il mange peu, il refuse certains rendez-vous professionnels. Il dit qu'il est fatigué. Fatigué de quoi ? Lui demande-t-on. De tout, répond-il simplement. Les signes d'une dépression sourde se multiplient. Mais Eddie les nie farouchement. Il vient d'une génération où les hommes ne parlent pas de ce qu'ils ressentent. Ils endurent. Ils encaissent. Ils se taisent. Il se réfugie dans le cinéma américain classique, sa passion éternelle. Il passe des heures seul, dans une pièce obscure, devant des films qu'il connaît par cœur. Humphrey Bogart devient une obsession. Pas l'acteur glamour, mais l'homme solitaire, blessé, mélancolique. Eddie se reconnaît trop dans ces figures masculines cassées, nobles mais fatiguées. Les confidences rares mais déchirantes, quelques amis rares, bénéficient encore de moments d'ouverture. Un soir, au téléphone, Eddie lâche « J'ai eu une belle vie mais je me sens vide. Comme si j'avais couru trop vite, trop longtemps. Et maintenant, je n'ai plus la force de courir. » Une autre fois, à un réalisateur qui lui propose un rôle « Je ne veux plus jouer quelqu'un d'autre, je n'arrive même plus à jouer moi-même. » Ces phrases, qui paraissaient anodines à l'époque, prennent aujourd'hui une résonance tragique, car elles annonçaient déjà la suite, la dégradation, le renoncement, la fin. L'année de sa chute commence comme toutes les autres, quelques projets, quelques apparitions publiques, rien d'anormal en apparence. Mais à l'intérieur, Eddie Mitchell n'est plus qu'une forteresse fissurée. Chaque stress le fragilise, chaque douleur physique le plie, chaque souvenir le ronge. Puis arrive l'incident, un malaise, une nuit inquiétante, une hospitalisation discrète. Le public n'en saura rien. Les médecins sont clairs. Vous devez arrêter, tout arrêter, immédiatement. Mais arrêter pour Eddie, c'est mourir. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Il annule des rendez-vous, il refuse des concerts. Il ne sort plus. Son entourage comprend enfin, l'homme vit ses derniers mois. Pas dans le fracas, pas dans la violence, mais dans une lente agonie émotionnelle et physique, terrible dans sa douceur même. Une tristesse devenue contagieuse. Ceux qui viennent encore le voir sont bouleversés. Eddie parle peu. Il regarde longtemps par la fenêtre. Il murmure des souvenirs. Il dit qu'il a froid, qu'il est fatigué. Il confie un jour. Les projecteurs sont éteints et je crois que je n'ai jamais aimé le noir. Personne n'ose lui dire qu'il est en train de partir. Lui non plus ne le dit pas. Mais tout le monde le sait. Eddie Mitchell, le géant, l'icône, l'ami fidèle, le crooner aux yeux mélancoliques, se consume, lentement, silencieusement, tragiquement. Et le plus bouleversant, c'est que personne n'a réussi à l'en empêcher. La fin d'Eddie Mitchell n'a rien d'un orage brutal, rien d'un collapse spectaculaire sous les projecteurs. Elle ressemble plutôt à un crépuscule lent, à une bougie qui se consume sans bruit, à une étoile qui s'éteint doucement au milieu de l'indifférence de l'univers. Pourtant, quand la nouvelle tombe, la France entière s'arrête. Comme si chacun comprenait instinctivement que ce décès
n'est pas seulement la disparition d'un chanteur, mais celle d'un morceau de mémoire collective, d'un chapitre entier de la culture française. Pourtant, l'histoire de cette nuit tragique commence dans une solitude glaçante. Les jours précédant sa mort, Eddie Mitchell vit dans un isolement presque total. Ceux qui l'approchent encore parlent d'un homme qui n'était plus vraiment là, comme si son esprit s'était déjà écarté du monde. Ses paroles deviennent courtes, hachées, ses gestes, fragiles, ses sourires ressemblent davantage à des excuses qu'à des expressions de joie. Il passe la plupart du temps assis dans un fauteuil, près d'une fenêtre donnant sur un jardin qu'il ne regarde même plus. Lui qui aimait tant commenter la météo, les arbres, les passants, ne dit plus rien. Sa famille tente de le stimuler. Un album qu'il aimait. Un film de western qu'il connaît par cœur. Une conversation sur la musique. Rien ne fonctionne. Un soir, sa fille lui demande doucement « Papa, tu veux sortir un peu? Prendre l'air ?» Il répond d'une voix lente « L'air, je l'ai déjà trop respiré. Ce que je veux maintenant, c'est dormir. » Cette phrase glace le sang de ceux qui l'entendent. Car tout le monde comprend ce qu'elle signifie réellement. Le dernier appel, un adieu déguisé en banalité. La veille de sa mort, Eddie téléphone à un ami de longue date sans raison apparente. Il dit simplement « Je voulais t'entendre, je voulais te remercier pour ta fidélité. » Son ami, troublé, tente de plaisanter. « Tu parles comme si tu allais t'en aller. » Eddie répond « On part tous un jour, moi, je crois, que le train arrive. » Cette phrase devient, sans que personne ne le sache alors, l'adieu le plus lucide, le plus bouleversant qu'il ait jamais prononcé. La nuit du drame, un souffle qui s'éteint, la scène est simple, presque banale dans sa pudeur. Eddie Mitchell s'endort dans son fauteuil comme il le faisait souvent ces derniers mois. Sa respiration est lente, ses mains tremblent légèrement. Puis peu à peu, le tremblement cesse. Le souffle s'allège. Le visage se détend. Il ne lutte pas. Il ne souffre pas. Il se laisse porter. À 3h17 du matin, son cœur s'arrête discrètement. Sans bruit, sans cri, sans convulsion. Comme une dernière élégance. C'est sa femme qui le trouve quelques heures plus tard, encore assis, encore paisible, presque souriant. Elle comprend immédiatement. Elle ne crie pas. Elle s'effondre simplement à ses pieds, en murmurant « Mon amour, tu t'es reposé ?» Enfin, l'annonce, une onde de choc national. À 11h02, un communiqué bref tombe sur les réseaux. Eddie Mitchell est décédé cette nuit. Il ne faut que quelques secondes pour que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Les radios interrompent leur programme. Les chaînes d'information repassent ses concerts. Les journaux publient des éditions spéciales. Les fans affluent sur les réseaux sociaux, postant photos, souvenirs, chansons, larmes numériques. La France plonge dans une émotion collective rare. Une tristesse dense, presque palpable. Comme si une part d'elle-même venait de mourir avec lui. Dans les rues, on entend ses chansons résonner dans certains cafés. Dans les voitures, les automobilistes montent le volume quand passent sur la route de Memphis ou de la dernière séance. Dans les écoles, certains professeurs arrêtent leurs cours pour expliquer aux élèves qui était cet homme dont les adultes parlent avec tant de respect. Les hommages, des mots qui tremblent, les célébrités, les amis, les anonymes rendent hommage à Eddie. Un chanteur déclare « Il était notre mémoire, notre élégance, notre crooner, notre conscience. » Un acteur écrit « Jouer avec lui, c'était apprendre la pudeur et la vérité. » Sa fille poste un message simple, bouleversant « Papa, tu peux dormir maintenant, le monde s'en souviendra. » Mais l'hommage le plus déchirant vient d'un ami très proche qui dit devant les caméras d'un ton tremblant « Eddie a toujours eu peur du noir. Aujourd'hui, j'espère qu'il a trouvé une lumière qui ne s'éteint jamais. » L'enterrement, un adieu digne d'un roi, la cérémonie funéraire a lieu quelques jours plus tard. Une foule immense s'y presse. Des milliers de fans viennent déposer des fleurs, des lettres, des vinyles, des dessins, des paroles de chansons. Le cercueil, sobre, recouvert d'un drap noir, avance lentement au milieu d'un silence lourd. Une chorale interprète une version a cappella de « Couleur menthe à l'eau ». Beaucoup pleurent. Certains sanglotent. D'autres restent debout, immobiles, incapables de prononcer le moindre mot. Quand le cercueil disparaît, une femme dans la foule murmure « On n'a pas juste perdu un chanteur, on a perdu un bout de nous ». L'après, un vide immense. Les semaines qui suivent sont étranges. Partout en France, on entend ces chansons de manière spontanée. Dans les cafés, dans les supermarchés, dans les taxis, dans les salles d'attente, comme si les Français cherchaient instinctivement à combler le vide laissé par l'homme. Comme si sa voix était devenue, d'un coup, indispensable pour se réconforter. Ses proches, eux, vivent un deuil plus intime, plus douloureux. Sa femme s'enferme dans un silence total. Sa fille dit qu'elle a l'impression d'avoir perdu le soleil. Un ami commente. Eddie donnait l'impression d'être indestructible. Et puis, il est parti comme un enfant fatigué qui allait se coucher. L'héritage, la légende qui commence au moment où l'homme s'éteint. Alors que le choc s'apaise lentement, une vérité éclate. Eddie Mitchell ne disparaît pas. Il commence à vivre autrement. Ses chansons se vendent massivement. Ses films sont rediffusés partout. Ses interviews ressurgissent comme des trésors enfouis. Ses phrases, ses répliques, ses regards deviennent des symboles.
Des artistes plus jeunes expliquent publiquement qu'ils lui doivent leur carrière. Des fans racontent que sa musique les a sauvés de la dépression, de la solitude, de la violence du monde. Des cinéphiles analysent sa filmographie comme une œuvre majeure du cinéma français moderne. Et soudain, on réalise que, malgré cette fin terriblement triste, Eddie Mitchell a gagné quelque chose de plus grand que la gloire, l'éternité. La vérité déchirante, un homme trop discret pour appeler à l'aide. Avec le temps, certains proches osent dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Eddie était malade depuis longtemps, épuisé depuis longtemps, triste depuis longtemps. Mais il avait trop de pudeur pour le reconnaître. Il souffrait en silence, et ce silence, finalement, lui a pris la vie. Un ami, dans un interview bouleversant, confie « Si Eddie nous avait dit à quel point il allait mal, peut-être qu'on aurait pu le sauver. » Cette phrase reste en suspension, douloureuse, insupportable. Aujourd'hui encore, ceux qui l'ont connu disent que, s'ils doivent garder une image de lui, ce serait la suivante. Un homme assis dans un fauteuil devant une fenêtre, le regard tourné vers un horizon invisible, un sourire discret aux lèvres. Un homme qui portait en lui des océans de chansons, des montagnes de cinéma et un désert de solitude. Un homme fragile sous son élégance, un homme lumineux sous sa mélancolie, un homme qui, malgré tout, aura laissé derrière lui une trace indélébile. Eddie Mitchell est parti dans la nuit. Mais sa voix, cette voix qui semblait faite pour consoler les âmes, continue de résonner dans des millions de foyers. Et tant qu'elle résonnera, il ne mourra jamais vraiment.